Dans cet épisode, on va explorer comment une brasserie lyonnaise réinvente la filière céréalière avec une approche disruptive et un modèle économique engagé. Une conversation qui nous permettra de comprendre comment concilier innovation et durabilité dans le secteur des boissons artisanales. C'est parti. Bienvenue dans Super Potion, votre talk show branding et marketing dédié aux marques de boissons. Je suis Ludovic Mornan, fondateur de Studio Black Sounds, une agence de design spécialisée dans la filière bière, vin et spiritueux. Aujourd'hui, je reçois Christophe Bellet, fondateur de la brasserie du Lion, une brasserie qui bouleverse les codes traditionnels du brassage en développant une approche unique, la production de boissons fermentées à base de grains crus sans maltage. Un concept qui allie innovation technique, engagement environnemental et soutien à l'agriculture locale bio. Avant de démarrer, je tiens à vous rappeler que mon agence de com propose différents services complets de refonte de marque, allant de la stratégie à la création d'identité visuelle, en passant par la conception de packaging. Je vous accompagne dans chaque étape de la transformation de votre marque pour créer une présence cohérente et impactante sur le marché. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche et à nous suivre sur Spotify ou Apple Podcast. Et pour finir, je vous invite également à laisser vos commentaires sous l'épisode pour partager et débattre sur la thématique. Allez, c'est parti. Salut Chris. Salut Ludovic. Comment vas-tu? Eh ben écoute, nickel, très bonne introduction, sans faute. Yes, on essaye. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter rapidement à nos auditeurs qui tu es et quel est ton parcours avant de créer la brasserie du Lion? Eh ben écoute, moi donc je suis Christophe, fondateur de la brasserie. La brasserie, du coup, moi j'ai créé en fait j'ai créé en 2013, mais du coup c'est du coup issu d'un projet étudiant qui a démarré en 2010 à la suite de mes études en agro. J'ai fait une école sur Lyon qui s'appelle l'ISARA, donc ingénieur agro. Ok. Et du coup, en fait, il y avait, sur, la dernière année, la possibilité de travailler sur un projet, perso. Et du coup, bah, moi, je me suis lancé dans cette, aventure de la brasserie. Donc au début, c'était plus, on va dire, avec l'idée, donc moi, j'avais beaucoup de collègues dans le monde du vin, Mhm. et puis du coup, bah, qui avaient cet affect, avec vraiment ce sourcing, bah, en fait, on a nos vignes, on valorise, nos productions. Donc il y a un vrai lien, on va dire terroir, un vrai lien agricole. Et du coup, moi, j'étais plutôt, bah, voilà, sur, l'idée de monter une, brasserie. C'était ça qui m'intéressait. À l'époque, c'était, on va dire un peu les prémices aussi du craft en France, et cetera. Et donc dans le projet de création, il y avait l'idée de se dire: «Bah, voilà, en fait, comment est-ce qu'on peut arriver à monter une brasserie, qui aurait vraiment une ADN, agricole, du coup en bio?» Ça faisait partie aussi du projet au niveau, enfin, la genèse du projet. On a toujours été, sur l'idée, voilà, de valoriser de la filière courte et du coup en bio. Alors, quand tu dis on, vous étiez plusieurs sur ce projet étudiant? Alors 11, je sais pas, c'est parce que du coup, quand je parle du projet, je dis je parle de la brasserie, mais parce qu'effectivement, c'est toute une équipe, mais au départ, ouais, j'étais seul, ouais, sur la mise en place. Ok. J'ai pas d'associé, personne physique, au démarrage du projet. Après du coup, beh, je me suis entouré de plein de monde, mais voilà, aujourd'hui, j'ai des actionnaires aussi associés, mais à date, effectivement, j'étais juste, étudiant, ingénieur. Donc, un projet étudiant qui se finit en vrai projet professionnel, c'est plutôt courant dans ta filière ou avec tes collègues étudiants que tu avais à l'époque? Est-ce que certains ont lancé aussi un projet qui ont fini par garder Alors en fait, du coup, bah, au sein de l'école, à l'époque, il y avait une structure naissante, un incubateur d'entreprise. Et en fait, c'était moi qui ai un peu proposé, si je refais l'historique, en fait, à la base, j'avais choisi en dernière année un stage dans une brasserie trop stylée, chez Stone Brewing Company aux États-Unis. Et j'ai été pris de court un petit peu pour le visa, donc en mode un peu loser, je me suis retrouvé sans stage en dernière année. Ah merde, OK. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «Ah putain, fait chier, pourquoi est-ce qu'on voilà, pourquoi est-ce que je me lancerais pas moi-même?» Parce que du coup, je suis intéressé par, la brasserie. J'avais fait déjà pendant mon cursus pas mal de stages, plutôt dans des grosses brasseries industrielles, notamment chez Dreher en Hongrie. Et en fait, du coup, bon, je me suis dit: «Bah tiens, il y a un incubateur, est-ce que je pourrais pas, faire mon propre projet?» Donc il y a eu une négo un peu avec la direction.
Et du coup, c'est parti un peu de là. Donc c'était pas quelque chose qui était, on va dire, établi, au niveau de l'école et on a créé un peu cette possibilité. Et après du coup, au sein de l'incubateur, j'ai eu, ouais, plusieurs collègues, issus aussi de l'école qui ont fondé des projets. Il y a un projet, un peu emblématique, sur la transformation de légumineuses qui est issue de l'école. Il y en a plein d'autres, hein, mais c'était des collègues, il y avait, Benoît et Emmanuel qui ont, fondé, Harry & Co, D'accord. qui est une boîte maintenant, qui distribue, qui est bon, ah bah, je pense, bien plus connue d'un point de vue, distrib et conso que Brasserie du Lion. Ils sont distribués, partout, de partout, ils font des steaks de lentilles et c'est pas que des steaks de lentilles, c'est plein de préparations autour des légumineuses, qui sont vendues en distrib, quoi. Ok. Voilà, Et en t'as bio. quel âge à cette époque? À cette époque, j'ai quel âge? Bah, là, j'ai 38, donc faut faire une petite, soustraction. Ouais, donc Donc t'avais quoi, moins 23 14, ouais, ouais, 24 ans à peu près, ouais. ouais, ok. Ouais, c'est marrant, on a commencé à se lancer en solo en même temps. Moi, c'était 2010 et j'ai 39, donc donc c'est marrant. Voilà, Et, c'est donc ouais, à partir de quand tu te dis que ce projet est viable, qui va marcher? Enfin, c'est pas juste un projet d'étudiant d'un an, quoi, au final. Tu le portes et tu te dis que ça peut vraiment te faire ton job. en fait à la base, moi, je revenais de justement, d'un an d'échange en Hongrie où j'avais bossé chez Dreher et où j'avais vu, pas mal de choses, au niveau des bars, les ruines bars, hongrois, l'idée de tout ce qui se faisait aussi en termes de distribution, le service à table, dans les bars avec les le service de bière à table et cetera. Donc au tout départ du projet, en fait, l'idée, c'était de monter un brewpub dans lequel il y avait de la production locale avec, service, automatique, sur les tables. Ok, C'était ça le projet de base et en fait, il y avait pas l'innovation Grain Cru. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an, le le fait d'être, dans l'incubateur, en fait, ça m'a donné un an pour vraiment réfléchir, sur, le projet brassicole, on va dire. Donc au début, on était parti plutôt sur un truc, voilà, brewpub, avec, une innovation un peu service et cetera à l'époque et puis, bah, en fait, de fil en aiguille, je suis tombé sur l'histoire de l'utilisation des grains crus, notamment parce que j'avais vu ça dans des grosses brasseries. En fait, ils utilisaient un peu de grains crus pour diminuer les coûts, principalement, donc c'est rajouter un peu de maïs ou de riz mhm, à hauteur de, ouais, 25-30, puis après ça devient une galère de l'enfer. Mais en fait, du coup, je me suis un petit peu inspiré de ça en me disant: «Mais ouais, mais en fait, voilà, il y a vraiment cette problématique». Parce qu'aujourd'hui les brasseries, entre guillemets «locales», bah, en fait, elles, achètent, leur malt, leur houblon. Il y a pas vraiment un lien direct avec, l'agriculteur et l'agriculture locale et en fait, du coup, bah, comment est-ce que nous, on pourrait arriver à faire ça? Donc, avec cette histoire de grains crus, l'idée de se dire: «Bah, si on était 100 grains crus, ça serait stylé», parce qu'on serait complètement affranchi de toute cette, chaîne de transformation et du coup, on pourrait travailler comme des mecs qui font du pinard. On a nos céréales, on va voir notre paysan et on fabrique derrière. et ça Donc c'est existait pas, c'était une vraie innovation? Ça existe au final toujours pas dans le sens où vous restez unique ou Bah, en fait, aujourd'hui, honnêtement, l'approche du lion de faire du 100 grain cru sur, n'importe quel type de céréales, sur la totalité des volumes de production de la brasserie. Donc aujourd'hui, on est, voilà, on n'est pas non plus des géants, mais on fait déjà à peu près 5 000 hectos à date, avec OK. une croissance, d'à peu près 40 par an. Donc en fait, on se développe quand même assez fort. Donc du coup, l'objectif, voilà, c'est je aujourd'hui, je connais pas. Alors j'ai quand même bien digué le sujet. Il y a pas mal de brasseries industrielles qui ont essayé en fait, hein. Donc tu as Brasserie Star à Madagascar, tu as des mecs, en Afrique, en Sierra Leone, InBev et cetera. La problématique, c'est qu'ils ont toujours, dans le scope quand ils utilisent les grains crus, c'est, sorgho, manioc, riz et en fait, du coup, au-delà de ça, en fait, sur tout ce qui est autres céréales qui peuvent avoir un intérêt, honnêtement, il y a très peu de gens qui se sont lancés dans le truc. Moi, ça me fait rigoler parce qu'il y a encore des thèses, tu peux trouver là des thèses
on va dire, actuelle, où les mecs se posent la question de savoir si on peut utiliser du millet, si on peut utiliser du sarrasin 100%, et cetera. Et du coup, moi, ça me fait un peu sourire parce que je me dis: «Putain, les mecs, sortez un peu de l'université, on fait pas assez de on n'a pas assez de communication au niveau du lion». Mais effectivement, oui, c'est quelque chose dont on a maintenant développé cette capacité-là. Voilà, après à l'époque, oui, et ça reste toujours, très confidentiel. Après, il y a des raisons qui sont un petit peu obscures autour du enfin, nous, on aimerait bien également avoir peut-être aussi, plus de concurrents parce que honnêtement aujourd'hui, nous, ça fonctionne très bien. Les produits sont nickel, tu as une structure de coût aussi, on va dire d'un point de vue fabrication qui est pas déconnante, qui permet de rebalancer de la valeur ajoutée, à l'agriculteur en restant, sur des coûts de production qui sont similaires à ce qu'on peut faire à partir de malt. Donc tu peux Donc, réexpliquer un peu le process au final. C'est que dans la création d'une bière traditionnelle, tu as le maltage du bah, grain et là, c'est juste cette étape qu'il n'y a pas ou... Enfin, est-ce que tu peux nous réexpliquer? ouais, ouais, bah, c'est assez simple et compliqué après dans l'opérationnel. En Ok. gros, ce qui est simple, c'est en fait aujourd'hui, bah, en fait, dans la céréale, heu, en fait, il y a de l'amidon. Donc c'est des sucres, c'est une forme complexée des sucres. C'est une forme de réserve dans la graine Mhm. et en fait, aujourd'hui, le brasseur, bah, quand il a pour lancer une fermentation, du coup, en gros, la fermentation, c'est une levure qui va bouffer le sucre, pour produire, CO2 et alcool. Donc quand tu fais du vin, en fait, tu as un fruit, donc tu as directement un sucre qui est accessible. Tu as juste à presser ton raisin et du coup, tu peux lancer une fermentation. Donc il y a pas il y a rien besoin de faire, autre qu'un pressage, assez simple. Ok. Dans la céréale, voilà, c'est pas des sucres, c'est de l'amidon. Donc aujourd'hui, tu prends, du grain cru et puis tu lances un procédé de brassage traditionnel. Tu vas concasser ton grain, le mélanger à l'eau chaude. Bah, en fait, tu vas créer un porridge, mais tu vas pas arriver à extraire, le sucre. Parce qu'en fait, le brasseur, lui, aujourd'hui, il va travailler, donc il va malter. C'est-à-dire qu'en fait, la céréale va être germée et en fait, cette germination, elle permet d'activer, les enzymes endogènes qui sont dans le grain. Normalement, en fait, la plante, quand elle va lever, quand elle va se développer, en fait, pour son propre métabolisme, en fait, elle a besoin, d'utiliser, des sucres simples. Donc du coup, en gros, elle active les enzymes qui permettent d'aller couper l'amidon pour son propre métabolisme. Donc le principe du maltage, c'est qu'en gros, tu vas initier cette germination. Après, tu vas déshydrater dans l'autre sens pour stabiliser, le malt parce que tu veux pas que la plante, elle se développe. Tu veux garder les sucres et les enzymes pour le brasseur et du coup, bah, voilà, normalement, le brasseur utilise et a besoin, de ce malt pour, le pouvoir enzymatique et pour être en capacité de réaliser la saccharification, donc du coup, la solubilisation des sucres. Ok. Donc c'est un process qui demande de l'énergie. Il y a des malteurs Alors indépendants. Enfin, c'est vraiment un... Alors après, on pourra parler du pourquoi, et bah, en fait, c'est surtout, tous les bénéfices qu'on en retire et pourquoi on fait ça et expliquer aussi, bah, qu'on n'est pas forcément en croisade, envers nos amis malteurs. Mm. À date, en gros, voilà, le brasseur, il a besoin de ce bagage enzymatique pour arriver à solubiliser ses sucres et en fait, nous, pour expliquer ce qu'on fait, bah, tout simplement, on va travailler la céréale qui contient de l'amidon, peu importe la céréale et du coup, et ben, en fait, ça va permettre on va utiliser des enzymes exogènes. Donc en fait, c'est des enzymes qui sont produites, soit par des champignons, soit par des végétaux. En gros, process de fabrication qui est assez similaire à la production d'une levure, hein, 99 des brasseries artisanales ou des brasseries utilisent, de la levure, déshydratée et en fait, du coup, la production de levure, bah, c'est un milieu de culture, il développe, il lyophilise. Et bah, là, en gros, la production d'une enzyme, c'est un milieu de culture avec, un champi ou du végétal et derrière, en gros, bah, il y a une synthèse des enzymes. Toi, dans ta salive, par exemple, tu produis des alpha, bêta amylases. Mm. Donc en fait, il y a je sais pas, la chicha en Amérique, du Sud, en fait, c'était, le principe, c'était mâcher avec de la salive humaine le maïs, tu le recraches, tu as une levure dans l'air qui vient lancer la fermentation, production d'alcool et du coup, ça faisait des voilà, ils ont découvert les joies avec modération, mais à l'époque pas certain, de l'alcool. Bah, là, en gros, le principe, c'est qu'effectivement
effectivement, nous, en fait, au lieu d'utiliser donc le bagage enzymatique du grain, on va utiliser une source externe euh, pour arriver à réaliser la saccharification. Donc, production, on a expliqué, pour dédramatiser un petit peu le- en fait, ces enzymes externes. À titre d'info, euh, aujourd'hui, il y a des enzymes, par exemple, dans la production de fromagère. Tu as besoin euh, d'une caséine pour coaguler ton lait pour faire du fromage. Bah, sur une AOP Beaufort, tu as le droit d'utiliser, par exemple, une caséine d'origine végétale. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, quand tu fais du fromage, tu vas chercher dans la panse du veau ou du porc, je sais plus. C'est une origine animale de la caséine. Et Mhm. là, du coup, bah, en fait, ils ont ouvert cette possibilité d'aller chercher des enzymes coagulantes de sources végétales qui sont à peu près similaires à celles qui sont utilisées chez nous. Donc, Ok. il n'y a pas de chimie particulière. C'est des protéines. C'est des protéines qui sont dégradées aussi au moment de l'ébullition. Et aujourd'hui, nous, chez Dulion, on utilise uniquement des enzymes pour l'étape de brassage et pas en post-ébullition. La plupart des brasseurs artisanaux ou industriels qui font par exemple des bières sans gluten ou qui vont aller chercher à dégrader très fort, par exemple sur des atténuations sur comment on appelle ça là, les bières qui sont très atténuées et qui ressemblent au champagne, c'est des brut IPA par Brut, exemple. ouais, ok. Donc tout ce qui est brut IPA ou sans gluten, à date aujourd'hui, c'est des enzymes fongiques ou végétales qui sont rajoutées pendant la fermentation euh, et du coup qui sont utilisées largement par tout le monde, quoi. Donc il n'y a pas de... Ok. Donc tu vas aller Voilà, c'est chercher juste... dans d'autres organismes des éléments qui vont permettre de produire du sucre et Oui, voilà. donc c'est Après ça, ouais. aujourd'hui, à date, si tu veux, t'as pléthore de boîtes qui sont aussi des revendeurs d'enzymes. Et en fait, si tu veux, nous, notre rôle, après, c'est que du coup, là où c'est un peu touchy, c'est que il y en a beaucoup qui te vendent des solutions qui sont censées être toutes, euh, toutes prêtes pour augmenter ta- la proportion de grains crus dans ta recette. Mais en fait, du coup, il n'y a personne qui a vraiment de recul sur l'utilisation, soit en fonction des céréales, soit sur du 100%, etc. On va dire qu'ils sont plutôt sur des utilisations industrielles du type max 30% de grains crus. Donc, il y a pas de recul, on va dire, technique par rapport à l'utilisation du 100% comme on fait. Et je Mm. pense que c'est là où on a après, euh, voilà, nous, on a la capacité d'être blender, c'est-à-dire vraiment choisir, on constitue nous-mêmes nos solutions d'enzymes pour être capable vraiment de nous adapter aussi en fonction de la céréale, etc. Et en fonction de Donc la on a, bière, ouais, tu utilises du coup, vous faites différents styles de bière avec différentes céréales. Enfin, tu peux utiliser le sarrasin, le blé. bah, Euh, en fait, la finalité, là, c'était pour expliquer un peu les aspects techniques. Donc, ce qu'on explique, c'est que du coup, une fois qu'on a extrait notre sucre, en fait, l'idée, c'est que si tu veux, on utilise les mêmes ingrédients. En fait, on va rester sur céréales, eau, levure, houblon. Mais du coup, en fait, une fois que tu as extrait ton sucre avec une... Alors, c'est un peu plus technique que j'ai expliqué parce qu'en réalité, si tu veux, tu utilises effectivement des enzymes externes. Mais en fait, il y a aussi les enzymes euh, endogènes du grain qui vont se réveiller pendant le brassage. C'est un peu plus technique. ok. Et après, en fait, in fine, bah, extraire le sucre, ça va. Mais après, à partir du moment où il faut commencer à filtrer tout ça et à gérer en fait une charge de protéines de zinzin jusqu'au conditionnement, c'est là en fait où, si tu veux, on reste sur des étapes qui sont vraiment des étapes communes. On va pas plus vite, moins vite qu'une brasserie. Les fermentations, elles durent le même temps, etc. Mais à chaque étape, en fait, il y a toujours il y a eu, en fait, c'est pour ça que ça a pris aussi des années, c'est chaque étape, que ce soit la filtration brassage, gestion de la nutrition des levures, enfin, sur tous les aspects un peu techniques, c'est toujours un petit bazar. Ouais. Et du coup, on a été obligé de développer tout un savoir-faire pour être capable, finalement, en partant sur une base 100% grain cru, n'importe quel type de céréales, bah, du coup, à obtenir un produit qui correspond bien au style
et, euh, et une maîtrise au niveau de la fabrication, quoi. Et du coup, ce savoir-faire, cette méthodologie, est-ce qu'elle vaut le coup au final? Qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui à utiliser ce Bah, processus par rapport à un processus classique alors là, je vais pas te décevoir, mais c'est vrai que du coup, je c'est devenu tellement simple en fait, notre process, comme on le maîtrise que du coup, en fait, aujourd'hui, on se dit: «Putain, mais il y a quand même, ça mériterait quand même qu'on ait aussi des mecs qui se posent un peu le sujet de enfin, qui se posent un peu sur le sujet», parce qu'on se fait tellement moins «chier» entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est capable d'aller voir, peu importe où on se situe, n'importe quel paysan qui est à côté de chez nous. Donc la 1re plus-value, c'est de dire, bah, en fait, aujourd'hui, on a, une filière, heu, maltage qui s'est, quand même principalement orientée autour de valorisation de certaines variétés d'orge. Là, tu as l'IEBM chaque année qui qualifie les orges, il y a une sélection variétale qui est faite. Donc déjà, à la base, si tu veux, tu as quand même c'est un process, étant donné que le process de maltage est un process un peu industriel, ils ont besoin d'avoir une qualité de grain, d'orge, qui est tip top, quoi. Il faut que ça germe bien, il faut qu'il y ait pas trop de protéines, et cetera. Donc, aujourd'hui, la logique, depuis, voilà, en gros, depuis une cinquantaine d'années, si tu veux, les malteurs, ils se sont quand même, vraiment, industrialisés. Aussi parce que du coup, en gros, bah, c'est un procédé qui est consommateur en énergie et en eau, donc, bah, à la base, pour des raisons aussi purement économiques, bah, du coup, ils ont fait des usines, qui sont quand même, finalement aujourd'hui qui essaient d'optimiser, ces consommations d'eau et d'énergie, parce que du coup, sinon on aura un produit qui serait, voilà, non plus cher, ce qui est le cas à date, mais du coup les industriels, on va dire, ils essaient de faire des efforts aussi, sur, leur consommation et d'énergie, parce que, bah, du coup derrière, il faut qu'ils sortent un produit qui reste, à peu près vendable. Mhm. Et voilà, et la logique aujourd'hui, bah, en fait, mis à part, on pourra parler on va dire des néo-malteurs ou des malteurs artisanaux. Mais du coup, en gros, aujourd'hui, si tu regardes, la filière, maltage, tu dois avoir, 2 acteurs, mondial principaux, ça doit être, Malte Europe et Soufflet pour pas les citer. Mais en fait, à date, aujourd'hui, bah, ils produisent sur, une cinquantaine de sites, principalement localisés, en Europe. Et ils ont une logique au niveau de l'approvisionnement qui reste, globalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, heu, ces orges, sélectionnées en principalement, c'est des orges. Bah, en fait, peuvent venir de France, mais ils peuvent venir, bah, de beaucoup plus loin, Kazakhstan, l'Amérique du Sud, voilà, en fait, pour la campagne de production, ils ont besoin d'un certain niveau de qualité, sur des volumes qui sont importants, et donc du coup, bah, en fait, ils ont un sourcing qui reste quand même globalisé Ok. et qui rend quand même, aujourd'hui difficile la traçabilité à la parcelle comme nous on est capable de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même une origine France bio, chez un malteur, il y a toujours la petite étoile qui te dit, en fonction de la récolte de l'année, ce sourcing peut varier, on peut être UE hors UE, voilà, donc tu as pas non plus, le aujourd'hui, c'est pas simple d'avoir une traçabilité sur une production, industrielle de malt. Voilà, sachant que du coup, pour les besoins qualitatifs et techniques, liés au process, le sourcing, en fonction des climats, sur toute la planète, bah, du coup, ils peuvent aller chercher un peu partout, quoi. Et du coup, vous avez des QR codes de traçabilité sur vos packaging, c'est ça? Bah, du coup, nous, aujourd'hui, l'intérêt qu'on retrouve, à brasser à partir de céréales non maltées, bah, c'est effectivement déjà la possibilité d'avoir vraiment, un sourcing, au plus près de chez nous. C'est-à-dire que là, tu vois, à date, bah, moi, j'ai des paysans, surtout Auvergne-Rhône-Alpes, et qui nous fournissent la céréale, tu vois? On bosse avec, ouais, déjà une dizaine d'agriculteurs sur la région, avec lesquels du coup on qui assurent nos approvisionnements en céréales. Donc ça, c'est déjà un peu, une satisfaction parce que du coup, bah, tu as vraiment une filière, courte, et tu es vraiment interfacé avec les agriculteurs et tu achètes pas une palette de malt chez ton fournisseur. Mhm. Et après, en fait, aujourd'hui, j'expliquais, qu'on a quand même un focus, au niveau des céréales qui tourne autour de l'orge. Et en fait, du coup, bah, ce qui est intéressant chez du Lion, c'est que du coup, en fait, nous, c'est paradoxalement, on utilise, peu d'orge. On en utilise, mais en fait, on utilise sur tout type de céréales, et tout ce qui est autre.
a un intérêt. Alors l'intérêt, il est multiple, il est déjà intéressant pour nous parce que du coup, ça nous permet de développer des profils, aromatiques et de jouer sur la partie tout ce qui va être créativité, création de recettes. Ouais, et puis votre Heu, propre goût, quoi, au final. Vous avez bah, on a une patte du lion, quoi. ouais, bah, on a un goût, effectivement qui est différent avec des produits qui ont vraiment une identité et puis après, bah, voilà, l'exemple, c'est on peut faire du 100 sarrasin, bah, en fait, ça a un goût de sarrasin, donc il y a beaucoup de brasseries, notamment en Bretagne qui vont mettre en avant pas le tu vois, tiens, on a fait pas une bière au sarrasin, on fait des bières noires, parce que du coup, ça s'appelle le blé noir. En fait, manque de peau, le sarrasin, c'est une farine blanche, donc quand tu travailles vraiment le sarrasin, ça te donne une bière blonde, donc tu vois? Et tu donc donc là, tu vois, on se dit: «Bah, voilà, nous, 100 sarrasin», bah, du coup, c'est une petite sans gluten qui a pas été déglutinisée parce qu'on y utilise une assimilée céréale, mais c'est même pas une céréale, le sarrasin Mmh. et du coup, en termes d'aromatique, bah, voilà, c'est une petite blonde, on n'est pas non plus des génies, hein, on met que du sarrasin dedans, c'est un goût de sarrasin OK. et on est capable de développer ça sur n'importe quel type de céréales. Et en fait, bah, au-delà de ce côté organoleptique, on revient aussi à un intérêt agricole, c'est là où ça devient intéressant, c'est que du coup, en fait, bah, l'agriculteur à date, pour te donner un ordre d'idée, un orge, j'ai même pas les cours exacts en tête, mais aujourd'hui, si tu prends par exemple un orge bio, bien payé par un malteur, il va être entre 350 et 400 € la tonne. C'est quasiment, alors qu'on lui impose un cahier des charges assez strict et que derrière, en fait, d'un point de vue, on va dire, volatilité sur la culture, il est quand même dépendant du climat, il est quand même dépendant de plein de trucs. Il y a plein d'agriculteurs, qui, se lancent dans des productions d'orge, dites de brasserie en se disant: «Tiens, on va y aller, ça va être bien enfin, on en a besoin dans notre rotation, on va essayer de valoriser ça à 400 balles». Puis à la fin, bah, pour, voilà, un taux de protéines qui dévie ou une variabilité sur la qualité, bah, en fait, les mecs qui sont déclassés, ils se retrouvent avec, leur orge sur les bras, valorisé en fourragé à 200 balles. D'accord. Et aujourd'hui, bah, nous, en gros, là où c'est intéressant dans l'interface avec les agriculteurs, c'est qu'on est capable de travailler n'importe quel type de céréales et du coup, aujourd'hui, c'est des céréales qui ont aussi des niveaux de valo, qui peuvent être beaucoup plus intéressants pour les agriculteurs. Aujourd'hui, je sais pas, on achète un millet à 1 200 € la tonne. Bah, les agriculteurs, en fait, comme on est capable vraiment d'avaler n'importe quel type de céréales en fonction de leurs besoins, sur leur rotation et cetera. Du coup, ils arrivent à trouver des débouchés à des céréales sur lesquelles, bah, d'habitude, ils en ont pas forcément et en plus avec des niveaux de REM, qui peuvent être, plus intéressants. Donc c'est vraiment un win-win entre notre modèle et un modèle agricole. Alors un modèle agricole, orienté sur de la production biologique aussi, hein. On a quand même, voilà, effectivement, on pourrait s'interfacer aussi avec une agriculture conventionnelle, Oui, vous êtes en bio, mais, là, pour, bien mais préciser. ouais, pour être voilà, on n'a pas de velléité non plus contre ceux qui font pas du bio, mais, à date, effectivement, la démarche, nous, vraiment, orienté, sur uniquement, depuis la genèse du projet, sur, l'utilisation de céréales, en agriculture biologique, voilà. OK. Donc le vrai intérêt, c'est ça, c'est un win-win aussi entre nous, producteurs et l'agriculteur, capacité de valoriser n'importe quel type de variété avec des niveaux de REM plus importants Donc c'est votre et mission là qu'on peut voir, en vidéo sur le site web là, vous avez un programme qui s'appelle Agricolab, donc qui semble alors central au final, non? Dans votre développement? alors au dé le Agricolab, en fait, c'est arrivé plus tardivement, D'accord. parce qu'en fait, si tu veux, au niveau quand j'ai démarré le truc, c'était presque un peu un fantasme, de me dire: «Ah ouais, c'est cool, je vais arriver à m'interfacer avec les agriculteurs et cetera». Mais en fait, techniquement, est-ce que ça les intéressait vraiment? J'en savais rien, tu vois? C'était peut-être mon ouais, c'était un peu fantasmé, le lien avec les paysans. En OK. fait, Agricola, en gros, bah, on a commencé à développer, à grossir, nous, nos achats. Et en fait, du coup, bah, c'est venu du monde agricole. C'est-à-dire que c'est les agriculteurs qui étaient en contact avec nous qui ont commencé à me dire: «Putain, mais quand vous achetez de la céréale et tout, moi je me fais chier avec, cette histoire d'orge de brasserie, là vous me payez bien, en plus vous arrivez à me faire à faire de la transfo en direct à partir de mes matières premières. Mais moi j'aimerais bien aussi, faire ma bière et cetera».
En fait, du coup, de fil en aiguille, on s'est dit: «Ah ouais, mais en fait, nous, on est, pour nos propres besoins, on a développé tout ça, c'est cool». On essaie de développer, plus on fait de volume, plus on achète de céréales, plus on arrive à, voilà, développer des filières locales et cetera. Et après, du coup, on s'est dit: ah ouais, mais ça pourrait être une bonne idée vraiment de faire, des collabs avec les agriculteurs et de devenir, façonnier». Et en gros, avec ce modèle, l'idée, c'est que du coup, on ouvre, en fait, on met à dispo notre savoir-faire pour les agriculteurs, qui veulent produire, des produits, donc des bières, des boissons fermentées, mais voilà, dans l'idée de produire une boisson fermentée avec leurs céréales, qu'ils vont commercialiser eux-mêmes. C'est-à-dire que du coup, dans le principe, ils arrivent, on les aide pour la création de recettes en fonction des céréales qu'ils ont à dispo. La partie créa d'étiquettes, voilà, on fait vraiment, c'est un accompagnement, de complet, pour l'agriculteur C'est du avec du brassage coup à aussi façon pour l'agriculteur, pour qu'il vende de son côté ses propres produits avec exa ses propres céréales, c'est ça? ouais, en gros, on fait pas de brassage à façon. Nous, en gros, aujourd'hui, la brasserie, elle fait ses hectos uniquement sur, les volumes, à la marque du lion et en fait, on fait pas de façonnage. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas. Ah d'accord. Bah, alors du coup Mais comment mais par contre, on le fait pour les agriculteurs. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est OK. vraiment au sein du programme Agricolab, en fait, les agriculteurs viennent. Du coup, c'est estampillé, Agricolab, mais du coup, en gros, c'est une collaboration, avec les agriculteurs. Voilà, c'est le seul «façonnage», qu'on s'autorise entre guillemets. Et en fait, l'agriculteur, il vient pour un minimum de fabrication de 20 hectos, il vient avec ses céréales, et en fait, du coup, on lui fait un prix, qui est relativement bien placé, comme si on travaillait avec nos meilleurs, distributeurs. Et derrière, en gros, l'idée, c'est que ça lui laisse la possibilité de revendre avec une marge. Sur une 20 hectos, en faisant un peu des calculs, sur un prix de vente TTC, à 3 balles pour une 33 centilitres, il arrive à dégager entre 5 et 6 000 € hors taxes sur 20 hectos, produits, quoi. Donc pour un agriculteur, en fait, c'est un petit top-up de business qui est quand même, super intéressant. Et du coup, on a commencé un peu la démarche. Aujourd'hui, il y a pas vraiment de je fais pas j'ai pas de commerce de commercial qui vend des agricolabs. À date, c'est vraiment que du bouche à oreille, mais du coup, on a fait, je crois l'année dernière, on a fait 15 de nos volumes, sur les agricolabs. D'accord. Donc du coup, c'est voilà, c'est quelque chose sur lequel on est en train d'essayer, moi alors c'est un projet à moyen terme. Moi, j'aimerais, racheter un petit peu plus de cuves, de 20 hectos, voire peut-être même, des 10, qui seraient dédiées, à la production des agricolabs. Parce que là, du coup, on jongle entre notre production et Ah bah, ouais, il faut toutes les trouver des méca cuves, vides, ouais. voilà, en ce moment, ils sont tous en train de se réveiller pour avoir de la bière cet été, mais du coup, on est aussi, nous, en train de charger en prod, ça on est un peu dans le rush. Donc du coup, c'est toujours un peu compliqué d'arriver à gérer ces deux développements. Et c'est une vraie niche ça? Mais, Tu vois de plus en plus d'agriculteurs qui veulent créer de la bière ou alors ils veulent juste se diversifier avec leurs céréales ou, enfin alors c'est un peu une conséquence malheureuse, voilà, le milieu agricole qui est aujourd'hui qui est complètement, chahuté en fait, il y a, on enfin, tous les agriculteurs aujourd'hui, quand tu échanges avec eux, c'est quand même pas la fête au village. C'est-à-dire qu'en termes de valeur ajoutée qu'ils arrivent à générer, le modèle agricole tel qu'il existe aujourd'hui, à part justement, voilà, ceux qui essayent de se lancer dans des productions bio avec de la transformation. Aujourd'hui, si tu fais pas de la transformation de tes matières premières, heu, en fait, tu es pas mort, mais c'est très compliqué, quoi. Donc aujourd'hui, plutôt que de faire du lait, faut faire des yaourts, du fromage. Quand tu as de la céréale, en fait, il faut faire de la farine. En fait, il faut arriver à transformer un minima parce que sinon, si tu vas juste béner, tes, 60 tonnes de blé à la coopérative, en fait, tu es content mais tu as à peine de quoi payer tes engrais, quoi. Je caricature, mais c'est un peu ça, quoi. et au final votre concept, enfin du lion pourrait ne f enfin faire autre chose que de la bière en soi ou que de la boisson fermentée en tout cas. Vous pourriez faire, de la food, avec votre Alors, process ou, bon, non, non, vraiment le focus, c'est brasserie. Ouais, Après, du OK. coup, on peut aussi faire du sans alcool. On pourrait essayer d'aller chercher, je sais pas, par exemple, des softs plutôt que de mettre de la betterave ou de la canne à sucre, on pourrait mettre, je sais pas, du sucre d'épeautre, des trucs comme ça. Après, on sait pas trop, vraiment le focus, c'est brasserie, quoi. Mmh. C'est brasserie, c'est vraiment ça notre ADN.
Parce que je Et voyais en Nouvelle-Zélande, je crois qu'il y avait une trend il y a 1 ou 2 ans, une brasserie en Nouvelle-Zélande qui se mettait à faire du lait, donc tout type de lait végétaux. Et ça pouvait devenir une trend pour les brasseurs de se mettre dans la filière lait, au final. les végétaux, ouais, Ouais. après ça, c'est des choses qui sont, honnêtement, qu'on pourrait arriver à faire chez nous. On aurait le savoir-faire. Après, vraiment le focus de notre savoir-faire, c'est vraiment, la brasserie, quoi. Et en Mm. fait, là où, aujourd'hui, heu, nous, tout ce qui a été mis en place, en fait, vraiment la genèse, et l'origine du projet, l'idée, c'était d'avoir un projet un peu à impact. Comment est-ce qu'on peut arriver à valoriser de la matière première locale, stylée, bio, et comment est-ce qu'on peut arriver à le faire aussi de façon, c'est de l'industriel, non péjoratif. Mm. Ouais, je vois ce C'est-à-dire que tu qu'à veux dire. date, en fait, le modèle du lion, alors aujourd'hui, on fait pas peur à grand monde avec nos 5 000 hectos, mais à date, en fait, c'est que la façon dont on a abordé la production aujourd'hui ne connaît pas de limite, volume. Voilà. C'est-à-dire que demain, s'il faut produire 1 million d'hectos sur la base de notre, process, bah, honnêtement, c'est pas un souci. C'est pas un souci pour plusieurs raisons, donc ça, je suis pas rentré dans le détail, mais du coup, je suis aussi, j'ai une casquette aussi un petit peu équipementier. Et à date, en gros, on est capable de produire, des filtres presse, et des salles de brassage qui produisent jusqu'à des batchs de 700 hectos, Ok. 12 fois par jour. Donc si tu veux, c'est pas trop un souci à date, d'envisager de faire une production vraiment industrielle. Et derrière, en gros, il y a suffisamment de céréales bio, notamment, pour arriver à produire en achetant bien, nos matières premières. Donc voilà, le scope de la brasserie, c'est effectivement, alors, c'est une ambition, après est-ce qu'on arrivera à vraiment grossir les volumes? Il faudra sûrement qu'on se fasse des copains également pour arriver à à développer. Mais dans l'idée, c'est qu'on n'a pas en tout cas de barrière technologique pour le faire. Il y a que du positif, sachant que, voilà, même pour un gros faiseur, bah, en fait, bah, si tu veux, nos coûts de fabrication, en payant bien nos agriculteurs, en fait, ils sont meilleurs à échelle de production industrielle qu'une brasserie traditionnelle. Donc, nous, on pense vraiment que c'est le futur, quoi. Après, à date, bah, il y a aussi, voilà, des accointances historiques entre brasseurs, malteurs, et cetera, qui sont tous, voilà, sur une culture de la tradition brassicole, et cetera, que nous, aujourd'hui, on n'a pas mis de côté parce que, du coup, on est capable de s'entourer, d'anciens, et cetera. C'est pas du tout la démarche de Dugon d'envoyer chier, la tradition de la brasserie, mais en tout Bah, cas, d'où votre aujourd'hui, slogan, la future tradition. ouais, bah, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, nous, on est, à la fois, bah, respectueux du passif brassicole, hein. Par contre, du coup, on pense qu'aujourd'hui, voilà, cette histoire de maltage, en fait, aujourd'hui, bah, sur certaines, refs, tu vois, quand je vais à Bamberg en Allemagne, je suis content d'avoir ma petite bière maltée avec un vrai goût, et cetera. Parce que du coup, tu sors de la bagnole à Bamberg, tu as les bonnes odeurs de de la malterie locale, et cetera. En Allemagne, il y a pas mal de styles qui vont mettre en avant le goût de malt. Après, aujourd'hui, quand je bois, une bière industrielle, parce que ça m'arrive aussi autour d'un barbecue, tu vois, le goût de malt, et donc en fait, sur, la quasi-totalité de ces bières-là, en fait, on pourrait avoir une approche, produire des produits qui soient similaires et qui n'utiliseraient pas de malt, en fait. Et en fait, quand tu regardes les économies d'échelle d'un point de vue impact énergétique, consommation d'eau, tu te dis: «Putain, ouais, effectivement, avec nos 5 000 hectos, on se fait un peu auto-plaisir». Mais si aujourd'hui, on arrivait vraiment à embarquer un acteur industriel sur le sujet, je pense qu'il y aurait un vrai impact positif d'un point de vue, économie d'énergie, d'eau, et agricole, quoi. Et en fait, c'est là où je me dis: «Bah, c'est un peu barge que les mecs pour l'instant, ils soient pas trop, sur le sujet, quoi». Mais surtout, ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, quand tu demandes à un consommateur ce qu'il y a dans une bière, 80% oublie le malt. Pour les gens, la plupart du temps, c'est houblon, la bière. Et donc, Ouais, alors, comment expliquer ça au final?
Alors après, je pense que le houblon est peut-être un peu plus, charismatique, j'en sais rien. Heu, techniquement, les gens, ouais, ils ne savent pas vraiment comment la bière est produite à la base, hein. Oui, C'est le truc de base parce qu'effectivement le houblon, bon, c'est, quand tu bois de la bière Indus, c'est pas non plus ce qui te saute au visage. c'est sûr. Donc non, après je pense que il y a une méconnaissance effectivement du process. Parce que du coup, bah, on est quand même, alors je sais pas si on est un pays de vin, je pense quand même. Les gens ont plus, une notion de comment ça se passe la production du vin que de produire, la bière, quoi. Et d'ailleurs, pour parler un petit peu plus du consommateur, peut-être de la distrib aussi, pour le coup, votre méthodologie, votre process ne vous permet pas d'appeler vos produits bière. Sur le packaging, c'est pas marqué bière. C'est toujours le cas? Alors oui, oui, ça c'est toujours le cas. En fait, en France, le décret qui définit, la bière, en fait, en gros, il explique qu'il faut qu'il y ait 50 de la matière amylacée, donc des sucres, qui viennent du malt. Et en fait, du coup, dans l'idée du décret, ce qui était plutôt cool d'un point de vue conso, ça limite en fait l'utilisation à minima de 50 de céréales maltées, pour limiter les abus un peu industriels du genre, on rajoute des sucres, bas de gamme, un peu de mélasse, de je ne sais quoi, de la betterave ou des trucs comme ça. Mhm. Parce qu'à date, aujourd'hui, tu es quand même capable d'avoir, un ajout de sucre, jusqu'à 50 et tu as toujours, l'appellation bière. Donc nous, en fait, aujourd'hui, on est un peu dans cette logique du décret finalement, parce qu'en fait, à la brasserie, il y a jamais d'ajout de sucre. Alors certains styles, type, bière belge et tout, il peut y avoir un intérêt. On n'est pas non plus contre ceux qui rajoutent, du sucre. Sur certains styles, ça peut être intéressant, mais en tout cas, c'est un parti pris qu'on a à la brasserie de ne jamais utiliser de sucre. Par D'accord. exemple, même quand on fait de la triple à 9 degrés ou de la quadruple à 10, bah, en fait, on va juste charger comme des zinzins avec de la céréale et en fait, du coup, nos sucres viennent uniquement, de la céréale. Donc on est bien dans la logique du décret qui dit: «Bah, en gros, faites pas de la merde et rajoutez quand même à minima de la céréale». Nous, c'est 100 céréales sur la totalité de nos prods. Mais après, effectivement, bah, le décret, qui doit dater de je ne sais quand, peut-être qu'il a été révisé il y a pas très longtemps, mais ce décret aujourd'hui, bah, nous, il y a pas de malt, on est sur céréales, donc en fait, bon, on n'a pas d'appellation. C'est un fait, c'est comme ça. Ok. Donc c'est pas si tu veux, en gros, au tout début, quand on était sur le sujet, en fait, on était là: «Oh putain, mais comment on va faire, c'est un peu le bazar, on n'est pas de la bière». Voilà et en fait, du coup, c'est devenu une force parce que du coup, en fait, ça nous donne vraiment un élément de différenciation et c'est surtout qu'on est capable de l'expliquer, en fait. Tu vois, un conso nous pose une question, c'est à chaque fois qu'il y a un il peut y avoir un et je l'avais un petit peu aussi au début, alors maintenant on a quand même roulé un peu notre boss et du coup, je pense qu'on s'est un peu positionné, sur le marché auprès de nos confrères et cetera. Mais au début, les brasseurs ils étaient là: «Mais ouais, c'est pas de la bière, nin et puis ils nous posaient plein de questions. En fait, du coup, je dis: «Bah, tu sais, en fait, on explique simplement ce qu'on fait et en fait, il y a pas de lézard, il y a pas de loup, il y a pas d'OGM, il y a pas de machin, on n'est pas des hérétiques» et du coup, en fait, bah et finalement, en fait, on a un peu, il y a pas de tension parce qu'on est capable d'expliquer ce qu'on fait assez simplement et il y a pas d'obscurité sur notre process et du Et coup, puis le bah, en fait, consommateur, il doit même pas trop comprendre au final. Enfin, tu lui dis, bon, bah, ok, il n'y a pas cette étape-là et c'est fait avec du grain cru. Il dit, bon, ok, si, je vais bah goûter. Sur un conso, bah, les consos, nous, comme on fait que du bio et qu'on est bien présent aussi en distributeurs, en fait, c'est des consommateurs qui vont aussi un peu chercher à comprendre Ok. et du coup, en gros, bah, nous, on essaie d'être suffisamment, pédagogue pour expliquer. Tu vois, c'est le petit exemple avec, les fromages véganes et cetera. En fait, on a des éléments assez simples qui permettent de comprendre, en fait, notre différence et en gros, à la fin, une fois qu'on a expliqué, si tu lui dis: «Mais alors pourquoi les autres, ils font pas comme vous? C'est stylé». Hmm. C'est la seule c'est la seule c'est la seule conclusion. Après, du coup, on explique, bah, oui, qu'il y a un peu de technicité et qu'on a charbonné et que du coup, bah, voilà, sur la base d'un procédé traditionnel qui est plus accessible, voilà, on a des équipements, un peu différents et cetera. Donc c'est pas non plus à la portée de tout le monde de se lancer dans le grain cru. Il faut quand même avoir une bonne, volonté au départ. Et si là, je reprends le packaging, en fait, je remarque qu'on comprend très bien qu'on évolue dans la catégorie bière. Là, pour ceux qui nous regardent en vidéo,
C'est marqué IPA, blanche, blonde. Déjà, le style Oui, est mis en bah, exergue. Après, il y a marqué brasserie du Lion. Donc, quand il y a marqué brasserie, bon, bah, dans l'inconscient collectif, brasserie égale bière. Donc, en fait, le mot, il n'est pas clairement écrit, mais on comprend très bien ce qu'on va boire, en fait. ouais, bah, après, ça aussi, tu plein de aujourd'hui, tu prends, certaines criques, en fait, c'est des boissons fermentées, tu vois? Donc, dans le Mm. rayon, tu vois? Donc c'est une problématique qui est assez commune, on va dire dans le milieu de la brasserie. Après tous les mecs qui font des kombucha, des machins, des trucs, c'est voilà, aujourd'hui, je pense que, oui, on est brasserie, on fait des styles. Donc après, effectivement, on a notre approche, du lion, à partir de grains crus qui est différente, mais, j'ai pas l'impression, d'être non plus, un extraterrestre dans notre, approche de fabrication, tu vois? Ça ressemble, quand tu viens à la brasserie, bah oui, c'est une brasserie, quoi. Ouais. Et votre strat de distrib, elle est plutôt locale, plutôt nationale. Est-ce que vous avez des grandes Alors, idées et des grandes volontés à ce niveau-là? nous, on est sur un développement national. Aujourd'hui, alors, juste pour finaliser sur l'histoire du de la partie un peu, conso, tu vois? C'était juste pour dire qu'on a une grosse présence, bah, du coup nationale, sur on va dire au niveau des 2 leaders, de du marché du bio en France. Donc, on a attaqué, par exemple, une collab qui est quand même assez significative pour nous avec, La Vie Claire. Ok. En fait, on a fait la gamme brasserie. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enseigne La Vie Claire a bien compris les intérêts de notre, mode de production pour être capable de, finalement, s'interfacer avec, des filières céréales qui existent, au sein du groupement. Et du coup, en gros, bah, ils ont développé, ils nous ont fait confiance, en fait, pour co-brander, une gamme de boissons fermentées qui sont, leur gamme brasserie. Donc ils n'ont pas Ah, d'appellation bière d'accord. sur ces produits, mais par contre, du coup, bah, l'enseigne nous a fait confiance pour réaliser la totalité de leur gamme brasserie, brandée, La Vie Donc Claire. Donc ça, vendu c'est quand même en France, quoi. Dans tous les donc vies clairs de France. dans tous les vies clairs de France. Donc là, on a 3 références, blonde, blanche, IPA. Et du coup, on a utilisé des céréales aussi un peu atypiques, qui viennent des groupements, enfin d'un groupement de céréaliers, qui sont partenaires, de l'enseigne. Et donc là, du coup, c'est quand même une démarche, bah, sur lequel on est C'est depuis, celle-là, là, qu'on voit? 3-4 ans. Ouais, c'est celle-là, ouais. Ok. Ah, Donc je sur savais pas toute du cette tout. gamme, D'accord. voilà. Donc c'est un peu des partenaires historiques. Et là, plus récemment, on a aussi, un développement important avec, Biocoop, du coup avec qui on va aussi avoir un référencement, national. En fait, on a développé une gamme, un peu dédiée pour les marchés bio. Alors on fait que du bio, mais du coup, on a une gamme un peu dédiée pour les marchés de bio qu'on vient de lancer qui s'appelle Graines Atypiques. Donc, on va faire des refs avec vraiment des céréales un peu, bah, typiques, hein, c'est le principe. Donc on a une blonde, au millet, on a une, blanche au blé corasan, on a une rouge avec, de la myrtille et du maïs violet. Et Ok. puis on a une session IPA avec du quinoa. Donc c'est tout, comme la totalité des produits, du Lion, traçabilité France sur toutes les matières premières bio. Et voilà, donc quinoa du Berry, blé corasan de Lyon, millet, de Haut-Rhin, et cetera. Et donc en gros cette gamme, elle va être aussi, voilà, poussée, chez Biocoop, à partir de la foire à la bière du mois de mai. Donc ça nous fait vraiment une Et c'est implantation éphémère ou c'est... nationale. Non, Non, non. non, c'est du référencement permanent national. Ah, bah bravo, ouais, Et c'est cool tout ça. donc du coup, bah, en tant que alors je sais pas si on se considère, mais on est quand même, voilà, c'est la brasserie fait que du bio et on veut devenir, c'est pas on veut pas devenir leader, mais on veut se développer sur ce marché-là et créer, bah, c'est un peu ce que j'expliquais, hein, faire du volume pour créer du débouché filière. Donc là, on est très content d'avoir une représentativité chez les 2 leaders, on va dire, français, du bio. Et après du coup, bah, c'est ce qu'on explique aussi, on fait du bio, mais on n'est pas non plus des aficionados, on va dire avec des œillères. En fait, on sait qu'on est capable aussi, il faut qu'on adresse un client, plus tradi. Et donc du coup, on distribue également en distribution, traditionnelle, les produits du lieu. Donc distribution, on va dire, nationale pour répondre à ta question. Donc national, sur les marchés bio. Après du coup, on fait aussi une grosse partie de nos volumes, en CHR dans les bars.
Et en fait, du coup, on travaille sur une logique un peu de place. Donc, du coup, on est présent sur Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, PACA et la Bretagne. OK. Voilà. Donc, à date, on travaille aussi avec une dizaine de grossistes pour aller pousser la Dulion dans les bars. Et puis après, voilà, distribution nationale sur les marchés bio. Et puis après, on essaye de travailler aussi avec différents acteurs. Donc, on travaille vraiment avec toutes les enseignes. Récemment, là, on a attaqué sur la région Auvergne-Rhône-Alpes un boulot avec Intermarché. Donc, voilà, on est vraiment. Ouais, vous êtes bien positionné. En tout cas, moi, là, dans la région lyonnaise, je vous vois à chaque fois que je vais dans un magasin. Et c'est pas très compliqué de gérer l'enseigne bio et la GMS. Il faut arriver à tacler les deux marchés en parallèle. Il doit y En avoir fait, des c'est. choses pas simples. Ouais, alors après, en fait, c'est pareil, c'est une question de discussion. En fait, aujourd'hui, on a un process impact. Donc, en fait, un process impact qui se limite à. En fait, nous, aujourd'hui, l'ADN du produit, c'est toujours la même chose, en fait. Aujourd'hui, moi, faire une gamme pour les magasins bio, et puis après, oh, bah, on fait une gamme qui est non bio, bon, on s'en fout, ça, c'est pour les distributions spécialisées. Là, je trouverais ça scandaleux. À date, en fait, notre dynamique, elle a toujours été donc il y a plein de confrères, qui font ça. Après, bah, c'est une notion un peu marché et cetera. Après, ce qu'on va dire, c'est que nous, on a quand même une, on va dire une éthique, heu, qui est très forte au niveau de la brasserie et Vous avez aujourd'hui un ça grand nous engagement, ouais. bah, ça nous paraissait pas acceptable. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous, au début, on avait une gamme, alors c'est peut-être complètement con d'un point de vue, commerce, mais au début, on avait une gamme et puis on la vendait partout. Alors après, du coup, récemment, là, on a essayé de ranger un petit peu nos petits, mais à chaque fois, en fait, c'est toujours, il y a pas de pas bio ou voilà, en fait, notre cahier des charges, il est pareil sur toute la totalité de notre produit depuis, 2010, en fait. Si on n'a pas de traçabilité bio, un exemple, là, on a fait, une REF avec de la myrtille. C'est de la myrtille, récolte manuelle qui vient du sud-ouest. Bah, là, du coup, j'ai fumé, 2 tonnes de myrtille à mon producteur, il y en a plus, bah, on est en rupture. Voilà, enfin, on sera en rupture dans 2 mois et il faudra attendre le mois de juin pour que, bah, il y ait de nouveau de la myrtille. Aujourd'hui, à date, on va pas remplacer avec de la myrtille d'importation, qui arrive congelée de je sais pas où. En fait, Mmh. c'est vraiment une éthique, c'est beaucoup plus compliqué à gérer, mais en tout cas, on dort bien la nuit. Et on sait que ce qu'on met dans les produits, c'est de la qualité et il y a pas de dérogation. Tu vois, aujourd'hui, il y a eu toute la problématique autour des houblons. «Ah merde, les houblons américains sont finalement pas bio». En Ouais. fait, nous, on s'en fout parce que du coup, en fait, on a toujours été sur l'utilisation de houblons. Alors, certes, beaucoup moins aromatiques, mais du coup, on travaille du houblon alsacien, du houblon de lin. La construction des produits, du Lion, aujourd'hui, elle a été faite sur la céréale et sur, ce qui est à disposition en bio, français. Donc, on utilise du Streusel, on utilise des petites variétés, honnêtement, qui font que sur certains styles, par exemple, on est peut-être voilà, on a une IPA qui est très correcte, mais pour des beer geeks, des fois, les mecs, ils vont goûter, ils vont dire: «Ah ouais, mais moi, j'aurais mis du Citra, du Mosaïque». Bah, en fait, non, parce que du coup, c'est pas possible. Dans notre, c'est très bon, en fait, c'est des houblons qui sont très bons, mais en fait, c'est juste que à date, en fait, bah, nous, utiliser des houblons d'import, qui sont semi-bio, en fait, c'est pas f enfin, ça fait pas partie de notre cahier des charges, donc il y a pas de mosaïque et de citra dans nos IPA et honnêtement, c'est pas qu'on sait pas brasser, hein, il suffit d'ouvrir la trappe et de mettre du houblon dedans, donc si tu veux, c'est pas Oui. non plus, ouais. Et puis il y en a qui aiment pas les IPA houblonnés, hein. Il y en a qui aiment juste Non, non, les IPA voilà, classiques, les donc West Coast. bah, voilà, après du Donc, coup, nous on a fait un peu notre sauce avec ce qu'il y avait à disposition et c'est vraiment la dynamique de la brasserie, c'est voilà, c'est voilà et donc du coup, aujourd'hui, il y a, quand on parce que la question de base, c'était de dire: «Bah, est-ce que c'est compliqué de travailler on va dire en GD tradi et en bio?» Bah, en fait, aujourd'hui, on a décidé d'avoir une gamme qui est différente, qui permet chacun d'avoir des arguments de vente, différents. Mais, il y a vraiment un projet, c'est pas juste une étiquette qu'on a changée histoire de dire: «On fait du ça c'est pour le bio et ça c'est pour pas pour le bio». On a vraiment créé, cette nouvelle gamme graines atypiques avec l'idée de se dire: «Bah, voilà, maintenant vous avez un truc, vraiment très stylé, et du coup, qui est différent». C'est juste pas de changer les étiquettes. En fait, aujourd'hui, c'était pas dans notre, ça nous satisfait pas de juste changer les étiquettes, pour être présent sur, ces 2 marchés différents. C'est d'avoir des projets différents, OK. Ouais, bah, avec des produits différents.
Tant que vous y retrouvez, non, c'est. En tout cas, oui, ce côté contrainte lié à vos valeurs et à votre engagement, moi, je trouve ça très bénéfique et ça fait des bons produits, en fait. Sous contrainte, on fait toujours des meilleures choses, je trouve. En tout cas, je parle pour moi dans mon Ouais, business, ouais, c'est bah pareil, quoi. après, ça peut être aussi très stressant. En fait, aujourd'hui, je te donne un autre exemple, mais dans le quotidien de la brasserie, tu vois, hier, j'ai eu une super nouvelle, j'étais content parce qu'il y a un mec qui avait, je bosse avec un agriculteur dans l'Ain, là, qui avait 1 tonne de seigle en stock. Là, en fait, avant la prochaine campagne, on a un peu bouffé la feuille sur nos prévisions, parce qu'en fait, on a développé pas mal de NEIPA et en fait, notre NEIPA, elle est full seigle et on en utilise vraiment beaucoup. Et du coup, bah, en fait, là, on se retrouve avec une pénurie quasiment française de grands épeautres et de seigle. Donc moi, en gros, je passe mon temps au téléphone, tu vois? J'appelle pas mon malteur en lui disant: «Envoie-moi 2 palettes, c'est bon, ça arrive lundi». En fait, du coup, là, je suis là et je cherche, bah, de la céréale, bio, française. Donc j'appelle les paysans, je leur dis: «Putain, tu as pas 1 tonne de seigle en stock?» Et là, du coup, bah, il m'en a trouvé, 5 tonnes, hier. Donc tu vois, Ah, c'était une cool. bonne nouvelle. Tout ça pour dire que on est vraiment en une de mes missions, moi, c'est voilà, vraiment d'assurer le sourcing et d'aller chercher la céréale à droite à gauche et du coup, ça peut poser des difficultés qui sont même pas, à l'ordre du jour au niveau des brasseurs. Tu vois? Un brasseur, il a un surplus d'activité, il appelle son fournisseur et puis, on lui envoie du houblon et du malt. Là, nous, aujourd'hui, bah, on a eu un surplus d'activité, sur une ref ou, on est tendu sur, un ingrédient. Bah, étant donné que, du coup, le sourcing, ça se fait pas en claquant des doigts et qu'on va pas le chercher, sur un marché globalisé, ça peut être des sources un peu de stress, ouais. Et la constance reste présente au final quand tu pioches une céréale à un endroit ou à un autre, quand c'est pas la même personne qui te fournit la même céréale, est-ce que ça change pas un petit peu le goût du produit? Alors, honnêtement, je pense que la variabilité, elle est plutôt au niveau de la, du type de céréales. Si tu fais une comparaison avec le monde du vin, en gros, quand tu changes de cépage, tu as une vraie différence et après du coup, tu as aussi en fonction du terroir, mais en fait, quand même ton raisin, c'est 90 de fl 99 de flotte et du coup, qui transite, par le sol. Donc là, tu as une vraie minéralité et cetera qui est transmise aux fruits et donc là, en gros, tu as aussi un impact, heu tu un impact, voilà, terroir, variétal, cépage. Nous, c'est vraiment les céréales en fonction, je veux dire un seigle, honnêtement, il faudrait vraiment avoir, faudrait peut-être que je sois multigradé, testeur de bière, Ouais. mais un seigle qui vient de Paris ou un seigle qui vient de Lyon, pour moi reste, quand même assez, similaire. Après, il peut y avoir un peu des certaines spécificités, mais c'est plutôt au niveau, je te donne un exemple. Par exemple, on fait des versions, de nos blondes qui sont différentes en fonction des lieux où on distribue. Par exemple, on a une blonde pour Paris, on a une blonde pour Lyon et on a une blonde pour, Marseille. En fait, sur Marseille, donc la recette de base de notre blonde, en fait, elle est faite à partir d'orge et de blé et en fait, le blé qu'on utilise à Marseille, il vient des Baux-de-Provence, c'est de la C7 de Provence, c'est une vieille variété de blé et du coup, effectivement, là, tu vois qu'il y a un goût qui est légèrement différent sur la recette alors qu'elle est, par rapport à un blé Ok. plus traditionnel. Est-ce Donc que ça vous peut avoir utilisez des la céréale qui est proche du lieu de revente, c'est ça? alors, Ou c'est une volonté peut-être? tac. En fait, on le fait pas sur la totalité des produits. On pourrait, mais du coup, il faut qu'on ait des minimums de volume, qui le justifient. Mais en fait, du coup, à date aujourd'hui, on va dire qu'on a 80 des céréales qui viennent d'agriculteurs, qui sont à côté de la brasserie, dans l'Ain, même 10 kilomètres, Vancia, machin et cetera. 80 de notre sourcing, il est, ultra local. Et après, du coup, on a développé un peu de la personnalisation. Donc ça peut être fait pour, certains clients. Donc par exemple, bah, un peu comme ce qu'on a fait par exemple pour la vie claire, où là, pour le coup, on va utiliser les céréales d'une filière bien particulière.
Je te donne un exemple. Par exemple, là, récemment, on a travaillé avec, le Mama Shelter de Rennes et du coup, ils voulaient un sourcing, full Bretagne, donc céréales, houblon. Donc là, on a fait une IPA sur 20 hectos et en fait, du coup, on a personnalisé, la traça. Donc en fait, on a acheté, à des agriculteurs, en Bretagne et ça a été transformé à Lyon. Donc à date, Ok. aujourd'hui, quand tu réfléchis à cette démarche, nous, ce qui est cool, c'est que ça met en avant, la possibilité vraiment de pouvoir avoir ce sourcing, au plus près du conso, quoi. Donc c'est un peu de la personnalisation de traçabilité, bah, qui fait partie un peu de notre concept. Après, bah, du coup, il y a certains d'autres acteurs qui vont dire: «Ah ouais, mais Ah, ouais, t'as le transport, quoi, c'est vous ça? avez le transport». Mais en Ouais. même temps, tu te dis: «OK, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous auriez eu une brasserie, bretonne, très bien, qui aurait appelé son fournisseur de malt, qui lui aurait envoyé une palette, depuis, l'Europe de l'Est ou la Belgique, ou l'Angleterre et qui derrière, en fait, aurait, importé, une orge du marché global qui serait passée par le maltage». Donc si tu veux, même une brasserie, bretonne qui aurait fourni, ce client-là, il aurait eu un impact qui aurait été, supérieur à juste descendre un big bag quand on descend des fûts de Bretagne pour fabriquer, tu vois, pour fabriquer, quoi. Mais le mieux, ce serait pas de créer un brevet ou un modèle licensable de ce que vous faites, mais localement dans chaque Après région. tu après en gros, c'est quand c alors après c'est une logique économique, hein, aujourd'hui nous je pense que c'est si tu veux, on a un outil, qui a nécessité un investissement assez important quand même. Parce que derrière en gros, si tu veux quand même avoir un niveau de qualité, tu peux pas te permettre non plus d'avoir, on a quand même au niveau de notre fabrication, on a des besoins techniques un peu plus pointus qu'une brasserie, tradi. Donc c'est compliqué, tu vois? On peut faire, pour avoir une toute petite production, tu vois? Quand tu dois commencer à avoir, enfin, on a beaucoup d'équipements un peu plus pointus et donc du coup, il y a quand même une logique un peu volume, on peut pas avo c'est difficile d'avoir un site à Paris, un site en Bretagne, un site à Lyon, c'est compliqué. Donc là, en gros, je pense qu'on a aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir un site qui est un peu centralisé sur Lyon et qui, rayonne, sur le marché, France national. Hmm. C'est un équilibre, intéressant. Après, de d'essaimer, à plus petite échelle, c'est un exemple à la con, mais au début, quand on a il y a 3-4 ans, en fait, la blonde qu'on faisait aujourd'hui, on fait une blonde de Paris, une blonde de Bretagne, une blonde de Marseille. Avant, quand on était sur un développement Auvergne-Rhône-Alpes, je faisais une blonde par département. Donc, je faisais une blonde du 01, une blonde du 74, une blonde du 69, une blonde du 42. Mais, c'était ingérable parce que du coup, en gros, j'arrivais pas Ouais. à avoir suffisamment de volume au sein de chaque département pour justifier des productions de 40 hectos, tu vois? Et ça pourrait être une volonté, pour le coup, d'arriver quand même à ce modèle-là, un genre de franchise stylée, durable. Bah, après nous, c'est quelque chose sur lequel on a un petit peu, commencé à bosser parce que, par exemple, en fait, aujourd'hui, on est en train de lancer on a lancé une marque avec l'objectif d'installer une brasserie en Côte d'Ivoire. Ok. Ça s'appelle la Nouchi, Nouchic et en fait, bah, là, l'idée effectivement, c'est de se dire, bah, en fait, on a des agriculteurs qui font, du fonio, du sorgho, du millet, en Côte d'Ivoire. Hmm. Et en fait, bah, à date, voilà, ce qui se passe sur un marché, comme la Côte d'Ivoire, c'est que du coup, tu as que les grandes majors qui sont présents sur place et en fait, du coup, c'est savoir-faire, hollandais ou allemand, dans des usines, qui font, à partir de malt, européen, de la pils, de base. Et en fait, tu te dis: «Bah, en fait, c'est un peu con, ce serait quand même bien d'avoir une dynamique beaucoup plus locale, d'utiliser vraiment une matière première locale pour avoir des styles, bah, qui soient plus, voilà, tu vois, qui se raccrochent plus à quelque chose de local, quoi. Plutôt que d'essayer de vouloir imposer cette pils, allemande, de base, quoi. Hmm. Et Ouais, donc là, c'est sûr. on a lancé ça, et ça cartonne, alors là, du coup, on est en train de se positionner sur, une installation, effective de la brasserie. Pour l'instant, ça a été, on a lancé un petit peu des productions, pour créer un peu le marché et je pense que cette année, on va se lancer, ouais, sur un petit essaimage. Donc le modèle du lion, il est vraiment, essaimable, Ouais, c'est après top. effectivement, il faut des Mais pourquoi la partenaires Côte derrière. d'Ivoire? Là, c'était des collègues à moi qui c'est en fait, on bosse, je suis associé dans une structure avec une ONG qui s'appelle, Nitidae. Et en fait, du coup, qui ont une présence,
on va dire, en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, dans pas mal de pays. Et en fait, du coup, ils travaillent sur des sujets agricoles, c'est tout ce qui va être agroforesterie, sur des productions de divers types de production. Et en fait, du coup, ils travaillent sur des sujets, filières. Mmh. Et donc du coup, bah, fans de du lion, ils se sont dit: «Putain, mais c'est de la balle, il y a plein de céréales différentes et en fait, il faudrait vraiment implanter ce modèle-là». Donc c'est eux qui ont été un peu, moteurs, de cette dynamique. Et du coup, bah, on pour l'instant, on bricole un peu, mais il y a Ouais, une l'idée est vraie top en tout volonté, cas. ouais. Mmh. C'est des choses, voilà. Donc là, c'est pareil, tu vois? On a eu, c'est pour la blague, on a brassé une 100 Fonio avec de la céréale qui vient du Bénin. Il y a eu une petite fashion, c'est marrant parce que du coup, on a eu, Carlsberg qui a fait une publication l'été dernier, enfin là, du coup, ils ont communiqué sur ouais, soi-disant première mondiale, ils ont fait une 100 Fonio, grain cru. Ils ont fait 200 bouteilles grâce à leur meilleur, ingénieur expert, c'est une publication, ouais, qui a été faite l'année dernière. Donc nous, ça nous a fait marrer parce qu'on s'est dit: «Putain, enfin, il y en a qui commencent à communiquer, dans les majors sur le fait que c'est pas trop con Mmh. d'utiliser de la céréale, non maltée». Et par contre, j'étais un peu vexé parce que du coup, j'avais jamais travaillé de fonio. Donc effectivement, peut-être qu'ils sont les first sur le sujet. Mais ça Et serait du pas coup, j'ai génial pour vous qu'un gros indus, se mette à faire ça? Ça vous donnerait, vous seriez l'alternative, bah bio et locale, en fait, si tu veux, moi, c'est sur le principe, je trouverais ça super intéressant parce que du coup, en gros, l'idée, c'est pas de dire: «Tiens, je revends la brasserie du Lion, je me mets au vert aux Bahamas et puis c'est bon, du Lion, maintenant ils sont pétés de thunes, ils ont revendu leur brasserie». En fait, nous aujourd'hui, il je serais même, à la recherche en fait de tisser un partenariat, avec, quelqu'un qui soit un peu plus, fat dans le monde de la brasserie. Tout simplement parce que je pense que du coup on est, ça reste un modèle de développement qui permet de créer de la valeur. Donc c'est quand même le truc de base pour un industriel. Donc le mec, il va pas vouloir juste acheter bien sa céréale, il faut que ça soit quand même aussi, économiquement viable, ce qui est le cas. Donc c'est économiquement viable en achetant correctement, en fait, plutôt que de payer le malteur, de payer un énergéticien, indirectement, sur la fabrication du malt. Bah, en fait, tu peux arriver à payer correctement un agriculteur et créer du débouché filière sur des produits qui sont bien produits, et rester sur, une économie de fabrication qui permet quand même d'être performant et de vendre des produits, sans que ça soit trop élitiste pour le consommateur final. mmh. Donc aujourd'hui, en fait, ce serait pour moi quelque chose de super intéressant. Après, bah, effectivement, l'idée, c'est pas de parce que je les vois venir, mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, faire, de la bière forte, à 10 degrés, à partir d'orge fourragé, tu sais, en ayant une dynamique de je fais tout à la baisse pour gagner juste du pognon. Ça, par contre, c'est pas forcément ce qu'on aura envie de faire, tu vois? Ouais. Bon, en tout cas, on va profiter de ce podcast pour faire un appel à, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens d'Heineken, Pernod Ricard, Brasserie Je Connembourg, AB InBev, Carlsberg, tout ce beau monde là qui écoute. Donc voilà, on va essayer de créer des partenariats sains, pérennes et durables. Après on essaye, hein, tu vois? Par exemple, nous, on s'est positionné, donc on est un peu déçus de ne pas avoir pu aller au bout de l'AMI, mais je sais pas si tu te rappelles dans le cadre de la fermeture du site de Schiltigheim, par Heineken, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt pour, bah, essayer de donner un second souffle au site de production. En fait, bah, du Lion, nous, alors je sais pas, c'est pas, complètement officiel, c'est peut-être une petite news, que je vous rajoute là-dessus, mais en fait, on s'est positionné, nous, on a proposé un projet un peu ambitieux de fabrication avec l'objectif, bah, de valoriser. Donc, l'idée, c'était de monter un site, bah, de plus petite capacité, mais d'à peu près 200 000 hectos de capacité, qui aurait été capable vraiment de bouffer de la céréale bio alsacienne, quoi, pour arriver à la fois à pérenniser une production. Heu, Bah, c'était la dernière brasserie un peu dans la cité des brasseurs. Donc l'idée, c'était de pérenniser un peu ce savoir-faire, production, mais en se projetant aussi avec voilà, un peu plus, future tradition et en utilisant vraiment de la matière première, locale.
Donc là, à date, Ok. bah, en janvier, l'AMI a été annulé parce que du coup, aujourd'hui, pour diverses raisons, ils ont pas souhaité, pérenniser, cet appel à manifestation d'intérêt, mais du coup, on s'était positionné, donc on est dans le game, quoi. On essaye effectivement de booster un peu notre présence et notre développement. Voilà, du coup, c'est ce qu'on souhaite faire. Après, à date, il faut arriver à trouver le partenaire qui va nous aider à faire ce scale-up, mais disons que je suis pas encore en pré-retraite, donc on a de quoi faire. Yeah, c'est clair. Bon, bah écoute, on a taclé beaucoup de sujets, c'était vraiment passionnant. Avant de clôturer, ouais, je vais y arriver, l'émission, quel est le meilleur endroit pour te contacter, vous contacter LinkedIn, le site web, Insta Et bah, ouais, je suis assez simple à contacter quand je suis toujours un peu en train de bricoler à droite à gauche, mais ça peut être via l'Insta, ça peut être, via LinkedIn, voilà, des fois je fais, enfin ouais, c'est finalement assez simple ou à la brasserie. En général, je suis rarement au ski, donc vous pouvez venir, hein, vous pouvez c'est assez facile de me contacter, ouais. Ça marche. Bon, bah écoute, encore bravo pour votre croissance et votre belle mission. Il en faut vraiment des brasseries comme ça. Et félicitations pour tout ce que vous avez réussi à faire depuis la création. Et au final, c'est un beau projet étudiant. C'est Ouais, top. ça commence. Bah, après, il y a plein de sujets sur lesquels on pourra peut-être, réintervenir sur d'autres podcasts, mais on n'a pas parlé de tous les efforts qu'on fait sur la partie performance énergétique au-delà du grain cru, la consigne. Enfin, on a pas mal de sujets aussi annexes, parce que du coup, on n'est pas non plus que focalisé sur notre, grain cru. Le grain cru, c'est un qui nous permet déjà d'avoir vraiment, un point d'entrée sur, la performance, écologique de notre process, mais par contre, on n'a pas des œillères sur tout le reste Hmm, et ça, on pourra y revenir, sur un autre sujet. carrément. Ok, merci. Eh ben Et ben, merci à à la toi. prochaine alors, hein. Salut, merci. Ciao, ciao. Ciao.